Bonjour, dans 30 minutes, il sera 20h et nous serons dimanche. 2 cas de figure possibles. Nous allons vous faire vivre les premières heures du quinquennat de Marine Le Pen et d'Emmanuel Macron dans la médiasphère. Mais tout de suite, il y a ça. Vous avez peut-être reconnu l'air du Barbier de Séville et plus particulièrement l'air de la calomnie interprétée par Don Basile. Et puis, comment ne pas citer ce matin Francis Bacon, calomnier, il en restera toujours quelque chose. Découvert lors des élections américaines, largement utilisé par le candidat Trump, le fake news s'est donc invité dans notre présidentielle, arme redoutable qui fait aujourd'hui partie de l'arsenal politique plus ou moins bien utilisé, il faut le dire, en fonction des acteurs. Et ce matin, avec l'équipe de la médiasphère, on vous propose d'en découvrir les secrets de fabrication. Bonjour Franck Tapiro. Bonjour. Co-fondateur de Datacalab, Thomas Guénolé, bonjour. Bonjour. Politologue et auteur, ça va nous servir du petit guide du mensonge en politique. Philippe Turle, bonjour. Bonjour Christophe. Journaliste britannique à RFI. Et Olivia Grégoire, bonjour Olivia. Bonjour Christophe. Conseil en communication stratégie, agence Olicard. Alors derrière les fausses informations en date, je dis bien en date car il reste quand même 3 jours avant le scrutin définitif de ces présidentielles. 5 mois de campagne, c'est long. Il y a cette dernière affaire et cette dernière affaire, eh bien la voici. C'est une petite phrase lancée quelques minutes avant la fin du débat. J'espère qu'on n'apprendra pas que vous avez un compte offshore aux Bahamas ou je sais pas, j'en sais rien. Non, Madame Le Pen, parce que ça, c'est de la diffamation. Non, j'ai dit j'espère. Il s'agit en réalité d'une rumeur qui a démarré 2 heures plus tôt sur un site internet américain controversé. À 19h, un internaute poste un message sur ce forum très fréquenté par l'extrême droite américaine. J'ai envoyé ces documents à des centaines de journalistes français, mais ils se taisent. Ça pourrait décourager les Français à voter Macron. En pièces jointes, des documents provenant soi-disant de banques situées dans des paradis fiscaux. En bas de chaque page, des initiales, EM, comme Emmanuel Macron. Selon l'internaute à l'origine de cette pseudo-révélation, il s'agirait d'une preuve de l'évasion fiscale du candidat à la présidentielle. Les retouches photos semblent pourtant évidentes, mais qu'importe, la rumeur se propage. D'abord sur un site internet américain d'extrême droite et sur le réseau social Twitter, via des internautes pro-Trump. Puis elle fait son cheminement jusqu'à apparemment une communauté plutôt patriote francophone et plutôt russophile, qui le partage et qui l'envoie aussi à d'autres personnes, des politiciens qui avaient dedans, Philippot, Marine Le Pen, etc. Ainsi, en seulement 3 heures, une fausse information provenant d'une source non vérifiée s'est invitée sur un plateau télé. Depuis, l'équipe d'Emmanuel Macron a dénoncé dans un communiqué une manipulation minutieusement préparée et a porté plainte. Et pas que, vous allez voir, puisqu'il y a eu le débat, et il y a eu l'après-débat, et il y a eu les réactions, et on va les écouter. Jamais eu de compte dans quelque paradis fiscal que ce soit. Mais ça, c'est l'illustration de ce qui est évoqué. C'est typique de ce qu'on appelle les fake news. Je sais pas, il y a 2 sites américains aujourd'hui qui parlent justement d'une évasion fiscale de M. Macron. On verra ce que c'est. Alors, il a eu le droit d'avoir tout dépensé. Peut-être a-t-il tout dépensé au casino ou fait autre chose. Je ne sais pas. Il y a un problème quand même de cohérence qui n'est pas soulevé en l'occurrence par Marine Le Pen, mais qui est soulevé par des gens très sérieux. J'ai rien dit, j'ai posé la question, il a répondu non. Mais vous avez des hasard total. J'ai posé la question, il a répondu non. Je vous le dis très clairement, je n'ai jamais eu un compte quel qu'il soit dans un paradis offshore, a fortiori celui-ci. Et le moment où ça sort, les sites d'où cela vient montrent qu'il s'agit bien d'une attaque de type politique. Nous n'avons strictement rien à voir là-dedans, rien. Fake news, attaque politique, et on n'a rien à voir là-dedans. C'est énorme, nous dit Franck Tapiro. Et pourquoi c'est énorme ? C'est énorme. Quand on a la candidate du Front National qui, pendant le débat, ne parle pas d'argent caché. Elle dit un compte offshore aux Bahamas. On l'a tous entendu, peut-être c'est mes oreilles. Et que, comme par hasard, un site américain d'extrême droite, parce que ça vient des États-Unis, donc c'est loin. Donc c'est pas nous, bien entendu. Ils sont d'extrême droite, mais nous, on n'est pas d'extrême droite. Comment ? Le Front National d'extrême droite, mais ça va pas. Marine Le Pen, elle s'appelle même plus Marine Le Pen, elle s'appelle Marine. Elle a une rose bleue. Elle n'est plus d'extrême droite. Elle est au courant de rien, c'est une coïncidence, voire un hasard. Mais on continue. Elle a pris les gens pour des cons pendant toute cette campagne, pendant tout le débat, et elle continue derrière. Mais même les journalistes derrière qui l'interrogent étaient morts de rire en disant mais c'est pas possible, mais c'est inouï. Donc moi vraiment, le problème des fake news, même si là c'est une fake news et une manipulation, mais ça se voit, c'est une évidence. Il y a une différence d'ailleurs entre fake news et manipulation, parce que ce qu'on va essayer de voir ensemble ce matin, c'est de voir l'arrière-boutique, comment ça se fabrique.
Quand on dit qu'aujourd'hui en politique, et notamment en France, c'est une arme, on l'a vu, et on l'a vu aussi pendant ces 5 mois de campagne. Là, c'est le bouquet final. Enfin, final, on va voir, bien évidemment, mais il y a quelque chose derrière. Alors, il n'y a pas effectivement une grande différence entre fake news et manipulation. 2 choses. Déjà, ça n'est pas l'apanage du monde politique. Ce type de pratique en communication est largement répandu dans les entreprises, largement répandu en communication financière. Il y a beaucoup d'exemples récents où on diffuse de fausses informations. Que ça très bien en matière de finance, donc du coup on l'a appliqué à la politique. C'est une technique de communication depuis quelques années qui se développe et qui aujourd'hui rejoint le champ politique. Ce qui est intéressant, et je pense qu'on va revenir dessus, c'est que l'objet n'est pas la vérité. Votre reportage l'a montré, la signature est grossièrement imitée. L'objet n'est pas la vérité dans un fake news. L'objet, c'est le dispositif de communication. C'est-à-dire qu'on balance à 2 heures d'un débat crucial, des infos en ligne. On multiplie les faux comptes, ce qu'on appelle les fake accounts. Il y a eu 75 faux comptes créés durant le débat. Ces faux comptes font pulluler la rumeur en ligne et vous aurez remarqué que le lendemain matin, cette rumeur qui est née virtuelle devient réelle sur les matinales, puisqu'elle n'a pas été balancée comme par hasard à 19h ou 20h, mais elle a été balancée pour pouvoir tourner toute la nuit, pour pouvoir être servie dans le champ réel au matinal le lendemain matin. Ce que je veux dire, c'est que la vérité n'est pas l'objet dans un dispositif de fake news. L'objet, c'est de faire douter. Et puisqu'on fait de la culture ce matin et qu'on a démarré avec le Barbier de Séville, il n'est pas de vertu que la calomnie ne sache atteindre Shakespeare. Et en l'occurrence, ça a toujours son petit effet. Et ça peut mettre le doute, peu importe la vérité. C'est-à-dire, contrairement à ce que la justice, normalement, doit être, en disant que le doute profite à l'accusé, on se fout du doute maintenant. En fin de compte, le doute, c'est une déjà accusation. Ce que je veux dire, c'est que je suis d'accord avec Olivia, mais c'est même pas le fait que la signature soit grossièrement copiée. Le but de Marine Le Pen, et c'est une honte, c'est une véritable honte qu'une femme politique qui veut être présidente de la République française balance un tel histoire. Mais elle a dit que c'était pas elle. Excusez-moi, Christophe, c'est elle qui l'a dit. C'est elle qui l'a dit pour le débat. Mais on est où Quelle balance ça, c'est type. Elle a repris une information, c'est ça qui est intéressant, c'est ça qu'il faudrait qu'on comprenne. Elle a repris une information qui était sur les réseaux. Que ça soit vrai ou pas vrai. Les dégâts sont faits parce que qui connaît la signature d'Emmanuel Macron, qui connaît comment il écrit EM, les gens disent oui, peut-être qu'elle a raison, on va peut-être pas. Parce qu'on est bien d'accord, c'était grossier. On n'était même pas dans l'affaire Clearstream. Vous parlez de ce qui a été dit sur le plateau ou vous parlez du faux? Le faux. Parce que ce qui a été dit sur le plateau, là je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Dans un débat présidentiel, se faire passer pour un relais de fake news qui s'est passé 2 heures avant sur un site internet américain, mais est-ce que c'est d'un niveau d'une présidentielle? Est-ce que c'est même d'un niveau politique? Mais est-ce que c'était du niveau de Trump? On s'est déjà posé. Pas la dernière séquence d'une Trumpisation de cette campagne. Trump a gagné. On n'a pas arrêté de le dire. Des fake news pendant cette Et ça n'a été que ça. Thomas, c'est quand même votre spécialité. Un petit peu. Entre autres. J'ai juste fait un bouquin sur le mensonge en politique, effectivement. Mais en réalité. Si vous voulez, ça pose le problème de l'articulation entre la liberté d'expression et la propagation de mensonges qui sont présentés, donc, c'est la définition même du mensonge, comme étant une véritable information. Et donc, moi, il me semble que ça pose... Alors, c'est un débat qui est en cours dans les salles de rédaction, dans les médias, aux États-Unis, bien sûr, mais en France, à présent également. Bon, on fait quoi ? Concrètement, on fait quoi? Aux États-Unis, ils en ont tiré d'ailleurs des enseignements. Alors, ils ont commencé à... Ils vont beaucoup plus loin dans le fact-checking, certes, mais ça ne change rien parce qu'en réalité, les médias mainstream, on en a déjà parlé à plusieurs reprises, sont tellement déconsidérés en tant qu'agents de propagation de la pensée unique, etc., etc. Et en France, je rappelle qu'il y a à peu près les 3/4 de la population qui n'ont pas confiance dans les médias mainstream. Dans ces conditions-là, les médias en question ont beau fact-checker tout ce qu'ils veulent. Derrière, ça donne, oui, ils disent que c'est faux, c'est bien la preuve que c'est vrai, donc on n'en sort pas. Un peu les sonores qu'on a pu entendre tout à l'heure. Et donc, à mon avis, la question... Mais d'un autre côté, il y a la problématique du degré de censure. Vous voyez? Et donc, moi, je me suis beaucoup interrogé là-dessus, et je me suis dit... Alors, c'est une conclusion que je fais, je ne prétends pas détenir la vérité, c'est juste détenir la vérité, c'est juste de savoir... à mon avis, il faudrait qu'on aille jusqu'à pénaliser le fait d'émettre une fausse nouvelle, quelque chose dont il est facile de vérifier dans les informations disponibles publiquement que c'est faux. Dont on sait sciemment que ce soit faux, parce que autant dire quand même à celles et ceux qui nous regardent que la plainte déposée auprès du parquet de Paris a très peu de chances, voire aucune. Attendez, juste, je voudrais terminer là-dessus, parce que, voilà, exactement, c'est-à-dire que
comme en communication financière, l'AMF comme la exemple, publicité. Quand vous faites de la publicité mensongère en tant qu'entreprise, ça relève du judiciaire. Mais quand vous êtes un média ou un pseudo-média, je pense à Breitbart ou à des choses comme ça, et que vous présentez comme une information quelque chose pour lequel vous n'avez aucune preuve, ou alors, encore mieux, il y a des preuves manifestes dans le domaine public que c'est faux, vous n'êtes pas sanctionnable en l'état actuel du droit. Comment ça et donc, se passe juste pour terminer, il me semble qu'il faut préserver au maximum la liberté d'opinion, donc d'exprimer une croyance en quelque sorte, une croyance politique en l'occurrence, mais exprimer comme étant une information quelque chose pour le quoi on n'a pas de preuve, et même relayer ça. Pour moi, ça devrait être du recel. Parce que c'est intéressant quand même, et je reviens à cette question, c'est-à-dire comment ça se passe, comment ça se fabrique, mais c'est surtout qu'il y a aujourd'hui la parole publique, parce que sinon, ça ne va que les s'aggraver. médias classiques, et puis on sait très bien que maintenant tout est destiné au net, à la toile, c'est là que ça se passe. Les médias classiques sont ouverts malheureusement, ou heureusement, mais le fait est qu'aujourd'hui, et c'est la problématique des rédactions actuellement, n'importe qui peut ouvrir un profil en ligne sur n'importe quel média, publier n'importe quelle info et se faire reprendre sur n'importe quel réseau social. Ça n'est pas de la responsabilité du média. Mais ça se fait pas parce que là vous parliez des États-Unis avec un relais effectivement et un hébergeur, mais il y a aussi la Russie visiblement. Là aussi, il y a des sites qui ont été. Ça veut dire un contrôle a priori des émetteurs par les médias. Mais moi, je voulais vous dire. Pas nécessairement, mais la sanction, une fois que la chose a été relayée, alors qu'il n'y a pas, alors qu'il n'y a pas matière. Je veux dire, parce que sinon, ça donne quoi? Demain, imaginons qu'Emmanuel Macron soit président de la République, il y a des émetteurs qui commencent à balancer, en fait, il a une liaison avec un furet, et derrière, des médias. Ah bon vous êtes au courant, vous aussi? Vous le savez? Et là, des médias mainstream vont dire, alors une rumeur se propage sur le net, il aurait une relation avec un furet. Non mais attendez, à un moment, il faut être un peu rigoureux. Plus ça passe. Mais oui, mais c'est une question de contexte. On ne peut pas laisser passer n'importe quoi. On ne s'adresse pas aussi à n'importe qui. On s'adresse à une population qui est considérée, à tort ou à raison, c'est pas le problème, par le grand public comme des menteurs. Si les politiques n'avaient pas l'image de menteurs depuis de nombreuses années, 30 ou 40 ans, ce serait pas si facile de faire passer des mensonges. L'idée, c'est que, quand on a vu Cahuzac, qui a, aux yeux du monde entier, pas qu'en France, montré à quel point le mensonge en politique était du très haut niveau, perversion narcissique, polymorphe d'une façon atomique. On se dit donc, ils sont tous comme ça. Donc le fait qu'un mensonge colle aux politiques, ça devient crédible. Si malheureusement, et c'est pas le cas, ils avaient, plutôt ils avaient un statut, un niveau d'honnêteté et de probité, les fake news, ça a duré quelques secondes. Oui, mais alors que là, les gens se disent c'est cohérent, c'est possible. Ils l'utilisent, même entre eux, on l'a vu au cours de cette campagne. Parce que là, c'est l'exemple, on en parle, mais il y en a eu d'autres. Mais bien entendu. Ce qui est choquant dans cette histoire, moi, je sais que ça existe. Je sais que c'est évident. On a eu l'histoire de ce boson liaison entre Macron et Mathieu Gallet, le président de la Radio France, qu'il a dit, c'est faux. Il y a toujours quelqu'un qui va faire quelque chose pour essayer de dénigrer ou baisser l'adversaire. On ne sait pas d'où c'est venu. Donc, évidemment, il y aura une tentative de déstabiliser Emmanuel Macron. Ce que je trouve choquant, c'est que Marine Le Pen, qui est quand même l'autre candidat pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, elle a fait une faute grave en ne pas vérifiant cette information avant de la balancer comme ça en plein débat. Mais c'est pour déstabiliser Emmanuel Macron. Est-ce que on en vienne là pour les 2 minutes qui nous restent, c'est que c'est pas le problème, c'est ce que vous voulez dire. J'espère que ça va revenir pour lui exploser en plein figure. Mais ça revient jamais. C'est comme quand un politique est sous la suspicion, quand il est quand en fait il y a un non-lieu, on fait jamais une ouverture de 20 heures sur un non-lieu. Barack Obama n'est pas né aux États-unis, ça a duré 3 ans, je crois. Ce qui est intéressant de voir, c'est que toutes les forces en présence n'ont pas agi de la même façon. Vous aurez remarqué qu'il y a des rumeurs qui ont été lancées contre Marine Le Pen qui n'ont pas prise. Rumeurs ou vérité d'ailleurs, je ne sais pas. Et ça, on a écouté Nicolas Van der Biest, qui est un chercheur belge qui est plutôt calé. Regardez ces cartographies. C'est intéressant de voir qu'en ligne, et notamment sur la twittosphère, les communautés actives sont plutôt dans les extrêmes, on l'a vu, très fortes chez Mélenchon, très fortes chez les Le Penistes. Il y a même des forums de discussion privés sur lesquels on éclot ces fake news. Et aujourd'hui, on a le sentiment quand même que les partis dits de gouvernement et le centre, et le PS et les Républicains sont moins puissants sur la toile dans la propagation de ces rumeurs. Et aujourd'hui, les extrêmes dans la twittosphère. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire, il nous reste 1 minute 30 avant d'être dimanche 20h, je vous rappelle, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, ils doivent composer avec les fake news? C'est
une composante du paysage politique français? Moi, je ne pense pas qu'on doit prendre ça comme quelque chose qui est absolument inévitable. Je pense sérieusement qu'il faut l'encadrer de manière pénale. Après tout, il y a un certain nombre de pratiques qui sont considérées comme délictueuses et que donc on sanctionne. Ce n'est pas parce qu'elles continuent à exister qu'on doit se dire bon bah écoutez, on. Mais est-ce qu'elles vont continuer à exister? J'ai peur que ce soit un vœu pieux. Il y a quelque chose de très important qu'il faut dire aussi aux téléspectateurs, c'est que eux aussi, ils sont victimes des fake news. C'est pas seulement les politiques et nous, les journalistes. Donc, mais la chose à faire, c'est de vérifier les sources, vérifier où ce fake news est apparu, quelle date, de quand ça date ce fake news, et au moins là, on peut forger son propre opinion avant de croire ou pas à ce qu'on voit. Le problème, c'est l'envie que ce soit vrai. C'est-à-dire que les gens qui relayent, ils ne vérifient pas, mais c'est surtout qu'ils ont envie que ce soit vrai. Les gens qui relayent Emmanuel Macron a un compte aux Bahamas, ils ont profondément envie que ce soit vrai, et que ce soit un faux grossier et que ça se voit tout de suite, n'a aucune importance. Et un mensonge répété peut faire une vérité. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous sommes dimanche, il est 20h, après 5 mois de campagne. Les Français ont donc choisi qui sera leur prochain président de la République. Je peux tout de suite lancer notre estimation, le nom du futur président de la République. Voilà, Emmanuel Macron est le prochain président de la République française. Mes amis, on est sur ce plateau et on imagine bien évidemment les premières heures du quinquennat d'Emmanuel Macron. Allez-y. On y va ? Bon, donc déjà, vous avez tous ceux qui l'ont soutenu, qui expliquent qu'il l'avait toujours dit et que c'est normal qu'il ait gagné. La droite qui dit que quand même, s'il n'y avait pas eu les affaires, c'est eux qui auraient gagné. La gauche, plutôt Mélenchon, qui dit que la bataille qui compte maintenant, c'est les législatives. Le Front National qui dit à peu près pareil. Assez rapidement, dans les jours qui suivent, il y a la passation de pouvoir et la formation d'un nouveau gouvernement. Le gouvernement en question, vous avez des stars centre-droit, centre-gauche et centre de la politique pour être des poids lourds dans un gouvernement, plus des gens de la société civile, plus des lieutenants macronistes de la première heure au poste clé, c'est-à-dire intérieur et budget principalement. Et derrière, avec cette Dream Team transpartisane centrale, Emmanuel Macron essaye de ringardiser la droite qui est en train d'essayer de provoquer une cohabitation. Et ça se joue probablement dans un match assez serré entre ces deux blocs-là pour la majorité. Et Emmanuel Macron obtient quand même la majorité aux législatives parce que les Français sont cohérents derrière à ce niveau-là. Alors, nous sommes dans la politique pure et en termes d'image. On m'a demandé un pronostic. Il est 20h01. Qu'est-ce qui se passe? En termes d'image, je pense que le simple fait, et on l'a dit souvent ici, le simple fait que Macron soit élu président de la République, c'est déjà un point d'image extrêmement fort, non seulement en France, en Europe et dans le monde entier. C'est une très bonne nouvelle, c'est le plus jeune président de l'histoire depuis Napoléon. C'est le plus jeune président et c'est aussi celui qui a réussi, finalement partant de rien. Ils étaient 400 à Amiens, ils se retrouveront des millions dimanche soir. Donc s'il gagne, quelque chose. Ben oui. Mais on est dans les références culturelles, donc on y va aujourd'hui. Donc évidemment, un mouvement de liesse. On oublie aussi, le lendemain à la bourse, je pense réagira d'une façon extrêmement positive. Les jeunes de ce pays qui sont derrière lui quand même depuis pas mal d'années, depuis 2 ans, il y a eu un mouvement qui s'est quand même créé avec les jeunes En Marche. On oublie de dire, c'est parti aussi pas mal de jeunes. Et à une époque, on disait encore il y a 5 ans, Marine Le Pen ratisse à mort chez les jeunes. Cette année, il y en a eu 3 qui ont ratissé. Le Pen, Mélenchon et lui. Là, je pense qu'il y aura, et vous savez, le sport national français, on est numéro 1 mondiaux, volé au secours de la victoire. Donc le lendemain, même s'il est élu à 60%, ce qu'on lui souhaite, il y aura 90%, je pense, des Français qui seront du côté de Macron, macroniste de toujours en plus. Premièrement. Deuxièmement, en termes d'image, après, je dirais même au niveau image communication pour la France reprendra un lead qu'elle avait perdu depuis longtemps. D'abord un lead d'irradiation positive dans le monde entier, de l'image, de la jeunesse, de ce courage qu'on avait un petit peu perdu. On était une France un peu qui était en dedans de tout. C'est vrai, on est un peuple maniaco-dépressif. Là, on était vraiment dans le creux de la vague. Là, on serait vraiment en phase remontée positive. On est un peuple qui sait se rassembler dans les moments positifs. On l'a vu en 98 quand on a été champion du monde. Même les gens qui détestaient le foot étaient aussi champions du monde. En revanche, quand on est en bas, on est tous en bas. Bon, là, je pense que c'est le début du haut. Et moi, je parie que dans les 2-3 prochaines années, on va vivre une énergie positive qui avait quitté la France depuis de très nombreuses années, sachant que, et je suis bien placé pour le savoir, en 2007, on est passé à côté de cette énergie positive qu'on attendait. Donc je pense qu'en plus, Emmanuel Macron va redonner à la France qui attendait ce que Sarkozy devait lui donner en 2007, l'énergie positive qu'elle mérite. Alors Emmanuel Macron donc vient d'être élu. Premières images que l'on va voir, premier geste du président Emmanuel Macron.
Alors, en communication, totalement d'accord et merci pour ce panorama très précis. Il manquait que les noms. Hein. Il manque quand même le nom du ou de la On est en direct et c'est dans la boîte, donc j'ai pris un risque énorme, mais on m'a demandé un pronostic. Donc alors, à un moment, moi, je vais parler en chiffres, puisqu'on fait de la politique fiction, 38. Donc moi, je joue 38 impair et passe. Les ordonnances, ça va aller vite. Comme l'a dit Thomas, effectivement, ça va aller assez vite par rapport aux législatives. Un certain nombre de mesures vont être prises. Parmi les choses qui vont bouger lorsque nous serons effectivement à la plage, l'accord majoritaire d'entreprise, les heures sup, la moralisation de la vie politique avant les législatives, il l'a dit, inscrit à l'ordre du jour avant les législatives, la moralisation de la loi politique, un audit des finances publiques pendant que nous serons toujours à la plage, et un petit tour des 15 capitales européennes les plus importantes pour convaincre de la nécessité d'une Europe et d'un euro fort. Je pense qu'il n'aura pas beaucoup de jours de vacances, Emmanuel Macron, si tant est qu'il gagne, et je pense qu'il s'y est préparé. Ça risque d'aller très vite. On a beaucoup entendu parler du 49.3 lors de la dernière mandature. Je rappelle que les ordonnances, et vous êtes plus calé que moi, mais les ordonnances... Le gouvernement par ordonnance, il n'y a même pas besoin du 49.3. Premier déplacement pour le président de la République, c'est la France, c'est l'étranger, c'est l'Europe. L'Allemagne. Qu'il ira voir Angela Merkel en premier, comme François Hollande l'avait fait en 2012. Comment je vois ça? Je pense qu'il y aura un ouf de soulagement à peu près partout dans le monde par le fait qu'Emmanuel Macron soit élu. Vous avez vu le message de Barack Obama hier pour le soutenir. Donc je pense que Donald Restons Trump... justement avec vous dans l'étranger. Message de Poutine, message de Trump, comment ça va se passer? Vous les avez vus? Oui, il y aura des messages de félicitations, ça c'est certain. Même de ces deux-là. Je pense que ça fera une énorme bouffée d'air frais pour l'Europe, parce que l'Europe est vraiment à la souffrance en ce moment. Et imaginons que ce soit Marine Le Pen qui gagne, ce ne sera pas du tout comme cela. Mais avec Emmanuel Macron, je pense que tous les leaders européens qui sont pour la continuité de l'Union européenne sont très contents que la France ait quelqu'un d'aussi pro-européen qu'Emmanuel Macron, parce que ça va renforcer évidemment l'alliance Allemagne-France, qui est le moteur de l'Union européenne. Alors je m'adresse... Donc, juste pour terminer cela, je pense que ça donnera un énorme coup de boost. Non, d'arrêt ou de ringardisme à la Grande-Bretagne qui est en train de quitter l'Union européenne. Donc je dis pas ça parce que je suis britannique. Un peu quand même. Parce que je suis européen et je préfère mieux rester membre de l'Union européenne que partir. Alors, je profite qu'on ait des communicants sur ce plateau. Vous vous souvenez, c'était en 2007, il y a eu des images qui ont fâché du président Sarkozy. Est-ce qu'Emmanuel Macron, dans les heures à venir, vont, notamment ses partisans et lui, multiplier les images, multiplier les symboles? Comment ça va se passer? Que va faire le président Macron? Non, le président Macron ne fera pas l'immense erreur d'aller fêter sa victoire avec un dîner. C'était là que je voulais en venir. Non, il ne fera pas ça, je pense. Non. Il va faire quoi alors? Premier déplacement. Moi je pense que la première chose qu'il fera, c'est peut-être... Et qu'est-ce qu'il incarne? Le mouvement lié, c'est déjà un mouvement populaire. Je pense que c'est la grande démarche qu'il doit faire, puisque c'est à chaque fois ce qu'on lui met à son débit, sachant que voilà, il est tout jeune, il est tout neuf, donc on ne peut pas encore savoir s'il est proche du peuple ou pas. Il faut lui laisser le temps. Tout son quinquennat sera, je pense, utilisé pour montrer à quel point il est non seulement proche du peuple, mais à quel point le peuple est proche de lui. Parce que c'est facile de se dire proche du peuple. D'abord, on affirme un jour, je suis proche du peuple, alors on va voir les gens, on leur serre la main, on serre les joues des enfants, ça c'est ringard, c'est fini, c'est mort. En revanche, de savoir que le peuple est proche de vous, c'est-à-dire Whirlpool, il arrive, on s'est dit ça va pas durer 2 minutes, il va faire demi-tour. Et s'il fait demi-tour, peut-être fin de campagne pour lui, parce que c'était dramatique. Il attend, il prend le temps, il va au cœur. Un peu comme Sarko à l'époque, il disait quand il y a un cyclone, il vaut mieux être au cœur, parce que c'est là où c'est le plus calme. Donc ça veut dire que là, Emmanuel Macron il va au cœur du visiter peuple. la France. Non, c'est plus que ça, pas visiter. Passer du temps, c'est complètement différent. Visiter, c'est OK, au revoir, je prends un coup, je me barre. Il va passer du temps. Il a besoin, il a 5 ans, pour aller au cœur des Français, surtout, pas se faire écouter, mais plutôt les écouter et montrer à quel point il est en résonance avec eux. Écouter, entendre et surtout réagir. Et quand il est parti de Whirlpool, les applaudissements qu'il y a eu, qui aurait pu imaginer ça 2 heures avant? Personne autour de la table. Ça montre bien qu'il a un pouvoir, il a un magnétisme et un talent qui est supérieurement plus empathique qu'on l'imagine, parce qu'on l'imagine candidat de l'élite, vous savez, comme ce que dit Marine Le Pen, mais un candidat de l'élite qui avait provoqué ce qui s'est passé à Whirlpool, moi je l'ai jamais vu dans l'histoire de la 5e. Je dirais, en plus de ce que Franck vient de dire, je pense que si ses conseillers sont intelligents dimanche,
ils lui diront d'aller vers le peuple, d'aller fêter ça avec des gens et parler dans un restaurant avec ses potes. Donc le Louvre, c'est une première étape et après, il y a la mode de Mitterrand en 81 sur le toit à Château-Chinon. Vous avez l'image du chien dans la voiture en 95 en train de rouler. Voilà, de retourner au bureau tout de suite pour se mettre au boulot. C'est ça l'image qu'il faut, l'image de quelqu'un qui est sérieux et pas d'aller fêter ça dans un restaurant à Paris avec du bling-bling, parce que là, il a déjà eu... un avertissement. Voilà, un avertissement après le premier tour. Il ne faut pas recommencer parce que ça passera très mal. Alors on va faire bling-bling quand même. Non, mais la Fouquet cité qu'il y a eu Alors, c'est la retourne. De l'image et du fond, un peu de politique quand même. Nous avons tout à l'heure avec Thomas Guénolé esquissé ce que ce sera pour Emmanuel Macron ses premiers gestes politiques. Vous parliez de ringardiser peut-être la droite, mais Emmanuel Macron a fait sa campagne sur cette ouverture. Donc, comment ça va se passer, l'ouverture dans les heures à venir? Comment va se composer le gouvernement? Est-ce que vous avez un nom du Premier ministre? On attend tout ça? Non, mais en fait, je pense qu'il ne fera pas l'ouverture comme on l'imagine avant les législatives, parce qu'il n'a pas intérêt. Il est absolument convaincu, il a raison, que le peuple français est un peuple légitimiste qui lui donnera la majorité présidentielle législative. Ce serait complètement stupide et contre-productif pour lui, qui a tenu sa ligne. C'est tellement rare de voir quelqu'un qui tient sa ligne. Pendant 1 an et demi, 2 ans, il a tenu sa ligne en disant « j'avance, j'avance, j'avance ». Je suis en marche. Et je ne ferai pas de ralliement puisqu'ils se feront tout seuls. En revanche, la porte est ouverte. Ça ne veut pas dire que d'autres ne le rallieront pas. Mais lui ne tendra jamais la main, ne demandera jamais. Les critiques quoi pendant que ce la campagne d'Emmanuel Macron, c'était quand même cette ouverture, entre guillemets, avec des portes légèrement poreuses à la gauche. Vous vous souvenez les attaques face à François Hollande? Là, il est élu, donc qu'est-ce qui se passe? Il ouvre ou pas? Je pense que Franck a raison. D'abord, l'ouverture, c'est très joli dans les débats politiques. Voilà. En théorie, si dans le pays que vous connaissez tous, la théorie, dans la pratique, c'est très compliqué l'ouverture. Et certains en ont fait les frais et l'ont payé très très cher. Donc l'ouverture, je ne pense pas qu'elle sera actée en amont des législatives. En plus, ce serait un peu étonnant d'ouvrir en amont. Ce serait donner un signal potentiel à la droite sur une cohabitation souhaitée, voire possible. Enfin, donc je ne pense pas qu'il y aura un gouvernement qui sera extrêmement ouvert. Je pense qu'il sera très représentatif de ce qu'il a dit avec beaucoup de sociétés civiles. Et ils feront très attention aussi à la question du bilan. Il a promis, juré que des anciens gouvernements ne seront pas là, etc. Et je pense que dans le casting, on va chercher un équilibre entre la parité, la société civile, des gens qui ont de l'expérience mais qui n'ont pas été au gouvernement. Ça fait pas énormément de gens, même si certains ont déjà été au gouvernement. Sans rentrer totalement dans le people, mais ça compte. C'est un couple qui rentre ce soir à l'Élysée. Emmanuel Macron et Brigitte. Là aussi, quelle va être l'attitude du président côté vie privée et puis aussi image et couple? Là-dessus, je voudrais faire une remarque parce que j'ai beaucoup entendu parler de jeunesse et c'est vrai que du simple fait de son âge, il renvoie à quelque chose qui est très fort en termes de renouvellement générationnel au pilotage du pays. Mais là-dessus, moi, je pense qu'il y a un malentendu. C'est-à-dire qu'il se trouve, c'est quelque chose qui n'est pas assez dit, c'est quelqu'un qui a été en réalité essentiellement élevé par la génération de ses grands-parents et non pas de ses parents. Et ça, l'ayant moi-même en partie vécu, il se trouve que ça crée un décalage en termes de repères, en termes de vocabulaire et en termes, comment dire, d'évolution de votre maturité quand vous avez ce décalage dans les âges. Oui, t'as perdu c'est ça. Non, mais c'est pour la réponse à la question de Christophe. Et donc là où je voulais en venir, c'est que certains, notamment Marine Le Pen elle-même, ont beaucoup glosé sur l'écart d'âge qu'il a avec son épouse. Moi, je dois dire que je pense qu'en termes de maturité, en réalité, il a épousé quelqu'un de son âge parce que lui, il a plutôt 50 ans dans sa tête. C'est quelqu'un qui est beaucoup plus mature dans sa tête que son âge. C'est donc un véritable couple unique qui se retrouve à l'Élysée. C'est un couple qu'on bat après Michel Obama. Où il n'y a pas eu de toujours des femmes âgées. Michel Obama, c'est un peu comme ça. Parce que vous avez vu comment cette image. Non, mais intelligents prennent toujours des femmes. Vous avez vu comment c'est la seule épouse pendant cette campagne qui a vraiment joué un rôle dans les médias, qui est visible, qui est accompagné partout, qui était partie de sa communication. Et je pense qu'une fois élue à l'Élysée, ça continuera, mais elle aura un rôle très visible. Donc, mais elle ne va pas essayer de faire son job. Elle aura son travail, mais elle sera à ses côtés pour faire équipe ensemble avec son mari. Emmanuel Macron, c'est Brigitte, et derrière chaque grand homme... C'est ça. Il y a une femme. Voilà. Non, mais c'est un team qui a montré son efficacité. Et puis, je pense que ce team-là doit continuer à l'Élysée. Encore une fois, ce que je déteste, c'est entendre des choses et critiques sur l'âge, la différence d'âge entre les deux. Je trouve que ce qui a été dit est très juste. Il n'y a aucune différence en termes d'état d'esprit, je trouve, et il y a une maturité partagée par les deux qui est extrêmement efficace. 1 + 1, ça fait 3 ou 4. Et ils l'ont montré. Pendant toute cette campagne, il y a eu encore une fois, à la fin des fake news, mais plutôt des petites piques honteuses, et vraiment qui ne sont pas du niveau de la dignité d'une présidentielle. Et je trouve ça bien que, même quand il arrive... Et ça fera partie de la sérénité du président Macron. Il y a une place à prendre, parce que François Hollande n'en a pas eu.
Et on se souvient des phrases de Nicolas Sarkozy avec Cécilia, On a eu le trop livre, François etc. Hollande. Donc là, il y a quand même une image à construire de stabilité Dites, il nous reste qui nous manque une depuis minute. des années. Est-ce que le président Emmanuel Macron, qui a été élu ce soir, sera peut-être enfin le président normal, dans le bon sens du terme? Ça n'existe pas un président normal. Mais encore une fois, Hollande a gagné. C'est le plus grand publicitaire de l'histoire, Hollande. Il a gagné avec une stratégie qui est de dire je suis l'ennemi des riches et on est riche à partir de 4 000 euros. Bon. Je suis l'anti-Sarkozy. Au final, il a fait encore pire que lui. À tous les niveaux. Tout ce qu'il a dénoncé dans Moi Président. Emmanuel Macron, c'est je suis moi-même. Là, c'est ça je suis moi-même. Et en fait, il n'y a pas de normalité ou d'anormalité. Je pense que être un président, c'est extraordinaire. C'est totalement en dehors de toute norme parce que c'est très compliqué de rester soi-même puisqu'on fait don de soi pour la nation. Donc attention, on reste soi-même dans l'état d'esprit, dans son âme. Mais en revanche, vous ne vous appartenez plus pendant 5 ans. Parce que si vous appartenez, eh ben, vous n'appartenez pas au pays et les Français ne sont pas en résonance avec vous. 2 remarques très brèves. Emmanuel Macron a dit 2 choses sur l'exercice du pouvoir présidentiel. Il faut que ce soit jupitérien et qu'il y ait une verticale du pouvoir. Donc c'est assez clair que ça va être la fonction à l'ancienne. Merci beaucoup. Il est toujours 20h. Nous sommes dimanche. Vous allez voir, les Français ont choisi après 5 mois de campagne et vous allez découvrir en même temps que nous le visage du prochain président de la République. Tout de suite lancer notre estimation, le nom du futur président de la République. Voilà, Marine Le Pen est élue présidente de la République. Tout de suite, et comme pour Emmanuel Macron tout à l'heure, les premières réactions. Et que va faire Marine Le Pen à la tête de la France? Les réactions, moi, excusez-moi, mais je vais partir parce que si Marine Le Pen est élue présidente, je pense que je ne serai pas là. Ça, on n'a pas le droit. On est factuel. Oui, mais vous verrez, il y a beaucoup de gens qui vont réagir comme ça. Je pense que dans les réactions, on peut être factuel, il y a énormément de gens qui vont dire, voilà, ça y est, maintenant, c'est la fin de la France qu'on a connue. C'est la fin de la France qu'on a connue. La France a décidé, puisque c'est démocratique, elle a décidé d'un destin, voilà, de mettre à la tête de l'État la représentante du Front National. Il y a énormément de gens qui feront ce que je suis en train de faire aujourd'hui, qui ont envie de partir. Je peux vous dire que ça fait déjà longtemps que les gens en parlent et des gens de n'importe quel horizon politique se disent si la France aujourd'hui choisit Marine Le Pen, ce sera démocratique, mais on n'est pas obligé de l'accepter non plus. À ce moment-là, il y a 2 options. Ou résister, rester et résister, ou partir. Il y a énormément de gens qui pensent à partir, vous le savez très bien, il y a des gens qui s'organisent, et pas des moindres. Et il y a des gens, alors, dont je fais partie, si vous voulez mon avis, dont je fais partie, et dont j'espère on fera tous partie, c'est de résister. Parce que pour détourner un avion, il faut mieux monter dedans. Bah donc tu pars pas. Non mais j'ai fait le. Alors, j'ai fait le Franck départ, Tapiro pourquoi ? Parce qu'il y en a beaucoup va qui le font. rester. J'en reviens aux premières minutes et aux premières heures, effectivement, du mandat présidentiel de Marine Le Pen. Qu'est-ce qu'elle va faire? Le premier discours, c'est quoi? C'est rassembler les Français? Je pense que d'abord, le premier discours, ce serait la victoire, ce serait quand même aussi l'inscription dans une ligne Brexit, Trump, la marche du monde à laquelle elle penserait répondre si elle était élue présidente dimanche. Je pense qu'elle s'inscrirait dans ce mouvement un peu identitaire global qu'on voit se déployer au plan mondial. On a dit factuel, donc on fait du factuel. C'était 38 pour Emmanuel Macron, ce sera 11 et 16 pour Marine Le Pen. 2 sujets qui arriveront très vite, et je vais laisser Thomas sur les détails politiques, mais 2 sujets qui vont très vite arriver sur la table. Premièrement, les questions des législatives. Est-ce qu'on change les règles du jeu rapidement sur les législatives? Est-ce qu'on se fait pas une petite proportionnelle aux petits oignons pour pouvoir se placer? C'est assez technique et ça passe pas bien en télé. Et pour avoir une énorme majorité. Mais c'est très intéressant de voir ce qu'ils ont préparé, avec une prime aux 90 sièges alloués à la liste arrivée en tête au régional. C'est-à-dire comment créer les conditions d'une possible majorité large. C'est le scrutin grec, voilà, pour le Front National. Donc déjà, une proportionnelle possiblement intégrale, et c'est l'article 11, un nouveau scrutin fait un petit peu aux petits oignons. Deuxièmement, l'article 16, certains médias l'ont agité pour faire peur, mais regardons au plan constitutionnel, c'est l'article des pleins pouvoirs. Nous sommes, je le rappelle juste, même si on rigole ce matin, en état d'urgence toujours, les pleins pouvoirs en état d'urgence. Je laisserai les institutionnels plus calés que moi répondre, mais ça peut poser des questions. La dernière chose, et ça n'est pas pour rire, même si ça a été démenti, je ne sais pas si nous serions là et si nous serons là la semaine prochaine, si tant est que Mme Le Pen soit élue dimanche,
puisque je vous rappelle qu'au sein des 144 propositions, il y a aussi eu cette question d'un ordre des journalistes possible qui serait créé pour pouvoir attaquer au plan déontologique des journalistes qui ne respecteraient pas le gouvernement et la nouvelle présidente. Donc je ne suis pas sûr que nous aurions le plaisir d'être en médiasphère vendredi prochain. Même si ça a été démenti, donc il faut le préciser. Pour l'instant, on n'a pas de nouvelles de ce côté-là et on vous en donnera bien évidemment si l'information nous parvient, puisque Marine Le Pen vient d'être élue présidente de la République. Politologue que vous êtes, vous voyez comment les premières heures de la présidente Marine Le Pen et puis d'un éventuel gouvernement? Alors d'abord, il y a un conflit immédiat entre la nouvelle présidente et le Premier ministre sortant Bernard Cazeneuve, parce qu'il a laissé entendre à plusieurs reprises que si c'est Marine Le Pen, puisqu'il n'est pas forcé constitutionnellement de démissionner, il refusera de démissionner, il attendra d'être censuré par la majorité parlementaire actuelle qui ne le fera pas. Et donc vous avez une crise gouvernementale immédiate parce que M. Cazeneuve refuse de démissionner. Donc déjà, ça démarre comme ça. Sauf qu'elle a effectivement l'article 16 et ce sera pour elle, parce qu'elle n'a pas, les gens ne le savent pas, donc elle est le président a besoin que le Premier ministre... C'est pas nomme et révoque, le Premier ministre, c'est nomme. Et donc il a besoin de la démission du Premier ministre. Cazeneuve dira, je le pense, je reste. Et donc la seule manière qu'elle a de le déloger, c'est l'article 16, ou dissoudre l'Assemblée nationale, obtenir une nouvelle majorité qui dégage le Premier ministre Cazeneuve. Donc vous avez une crise dans le pouvoir exécutif tout de suite. Je pense qu'on arrive pour cette raison-là assez rapidement à l'utilisation de l'article 16 et ce serait assez facile à justifier parce que le contexte de l'élection de Marine Le Pen provoquerait une attaque. Non, avant même les manifestations, certes, mais il y aurait surtout une attaque d'un certain nombre de spéculateurs financiers sur la dette publique française. Et donc, il serait assez facile pour elle d'argumenter sur l'attaque sur la souveraineté et la continuité de la République. C'est à peu près la terminologie qui justifie l'utilisation des pleins pouvoirs. Je rappelle, pour ceux qui le croient, parce que j'ai beaucoup lu ou entendu ça, mais l'article 16, c'est pas plus d'un mois. C'est faux. Et le Conseil constitutionnel peut les arrêter. C'est faux. Le président est le seul à décider de lancer les pleins pouvoirs. Il est le seul à décider quand ça s'arrête. Et à un moment donné, c'est effectivement à peu près un mois, le Conseil constitutionnel peut dire « Attendez, il y a peut-être de l'abus ». Et puis, attitude personnelle pour attitude personnelle, moi, j'appliquerais, si Marine Le Pen est élue, le concept de désobéissance civile qui a été notamment théorisé par Thoreau et qui consiste, entre autres, à ne pas payer ses impôts et à ne pas n'obéir ni à la police ni à l'administration. Moi, c'est ce que je ferais à titre personnel. Nous sommes toujours dans les premières heures du mandat de Marine Le Pen, premier déplacement de la présidente ou premiers signaux de la présidente. Lesquels ? Je pense que le premier déplacement, ça serait difficile de partir en Allemagne voir Angela Merkel parce que les deux femmes ne s'entendent pas. Peut-être chez vous. Elle n'a pas été reçue par Theresa May en Grande-Bretagne parce qu'elles ne s'entendent pas non plus. Elle partira peut-être voir Donald Trump aux États-Unis ou Vladimir Poutine parce que je pense que pour ces deux personnes-là, elle est quand même appréciée. Ça va être très compliqué. Mais moi, je pense dans les premières heures... Elle a reçu justement des messages de félicitations de Trump et de Poutine dans les premières heures, effectivement. Voilà. Oui, enfin Trump qui ne l'a pas reçu quand elle est quand même allée aux États-Unis non plus. Tu vois. Je pense que dans les premières heures, on verra deux choses. La première chose, c'est la chute de la bourse. Ouais. Non pas seulement en France, mais dans le monde. Ouais. Parce qu'il y a une fragilité sur l'élection de Marine Le Pen. Et je pense qu'on verra des manifestations anti-Le Pen en France à l'annonce du verdict. Je pense que les gens seront dans la rue. Il y en a eu aux États-Unis, elles se sont vite arrêtées quand même. Assez rapidement, ce soir même, qu'il y aura des manifestations contre Marine Le Pen en France. Et deux autres choses. La première, c'est que ça mettra une grande doute sur l'avenir de nous, journalistes et journalistes étrangers et étrangers, point à la ligne en France. Et j'ai déjà plusieurs de mes collègues qui sont journalistes étrangers qui vivent ici, qui disent « Mais si Marine Le Pen est élue, moi je pense que je serais obligé de rentrer chez moi, parce que je n'aurai plus une prolongation de ma carte. » Vous ne pensez pas que dans les premières heures, Marine Le Pen va adresser un message qui sera entendu et aux Français et peut-être à l'étranger ? C'est peut-être pas la teneur de ce qu'elle voudra faire et ce qu'elle devra faire. Encore une fois, le message, de toute façon, le meilleur message, c'est si elle a gagné, ça aurait été celui-là, ça va essayer d'ouvrir. Mais comment peut-elle essayer d'ouvrir avec ce qu'elle fait ? Puisqu'elle fait 2 fois une campagne de premier tour, elle sait très bien qu'elle a un socle formidable. Et si elle a gagné ce soir, on considère qu'elle a gagné, c'est parce qu'elle a essayé de consolider son socle de frontiste. Elle n'arrive pas, encore une fois, à émerger. Je pense que si elle a gagné, c'est parce qu'on a une abstention record à plus de 40 ou 45%. Moi, je parle de l'image, en revanche, de ce que représente l'image de ce que représente le Front National en France. Ce serait la première fois qu'un pays comme la France, un grand pays, un des grands pays, a choisi, non pas qu'un populiste, mais un populiste
d'extrême droite à sa tête. Et c'est facile, vous savez que la France est regardée dans le monde entier depuis toujours. Je sais pas par la Russie et les États-Unis, mais par le monde entier, par tous les pays d'Europe. Tout le monde regarde la France comme un peu un leader politique quelque part. Et ce qui se passe en France a toujours une influence. Ça a toujours une influence dans le monde entier. Le fait qu'une femme leader politique d'extrême droite arrive, c'est le seul truc positif, c'est qu'il y a une femme présidente en France, mais ce sera vraiment le seul argument positif si Marine Le Pen est élue présidente. Mais ça donne un signe, et peut-être un signal de go à d'autres pays qui sont en instabilité permanente, où l'extrême droite, comme on l'a vu en Autriche, qui a failli accéder au pouvoir après 2 élections, et le coup d'après, peut-être qu'il va y avoir une rémanence incroyable de ces idées-là. Quand je disais à l'instant que Marine Le Pen va parler aux Français, est-ce que vous pensez, notamment sur l'Europe, qu'elle tient ses promesses? Il va y avoir en France un référendum et on verra si on sort ou pas de l'Europe et est-ce qu'elle en tiendra compte. Elle aura le référendum. Pour moi, c'est le début. Son élection, c'est le début de la fin de l'Union européenne, tant qu'on le connaît actuellement. Juste pour revenir sur l'article 11 que vous citiez tout à l'heure, parce que c'est fondamental. Tout à l'heure, on parlait des pleins pouvoirs. Mais il y a aussi l'article 11 qui permet au président de la République de lancer un référendum sur à peu près ce qu'il veut. Donc elle lancerait très vraisemblablement un référendum sur la sortie de l'Union européenne et ou sur la sortie de l'euro, ça dépend des modalités, mais elle lancerait aussi probablement un référendum de réforme constitutionnelle, notamment pour mettre de nouvelles règles aux élections législatives qui permettraient au Front National, en arrivant en tête en nombre de voix au niveau national, d'avoir une prime pour gouverner tout seul. Je rappelle que ça existe dans des pays qui sont des régimes démocratiques. Par exemple en Grèce, c'est comme ça que ça marche. Vous arrivez au niveau national en tête. Même si vous faites 30-35% des voix, vous avez une prime qui vous permet de gouverner tout seul. Vous avez artificiellement la majorité à peu près absolue du Parlement. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Puisqu'on parlait d'image, vous avez fait référence tout à l'heure au bleuet. Il y a quelque chose que... La rose. Oui. La rose de l'UMPS. Non, le bleuet, j'insiste. Ouais. Je ne parle pas de logo avec la rose bleue. Je parle du bleuet qui est porté par les dignitaires du Front National. Les téléspectateurs qui nous regardent ne sont peut-être pas au courant de cela, mais ça vient directement d'Autriche. En réalité, en Autriche, c'est un symbole qui est porté par les nostalgiques du Troisième Reich. Et donc, je voudrais quand même souligner d'un point de vue purement factuel, que ce qui est porté ainsi en boutonnière par des cadres du Front National est une référence néo-nazie autrichienne. Donc c'est quand même hallucinant qu'ils fassent ce type de clin d'œil et que personne n'en parle. Juste un point dont on n'a pas parlé, c'est la question avec qui est-ce qu'elle va gouverner. C'est la question que je vous pose, parce qu'il faut faire un gouvernement, puis on n'a pas dit encore, pour les 5 minutes qui nous restent, quels vont être les premiers déplacements de la présidente Marine Le Pen. Cécile l'a dit. On connaît son Premier ministre, Nicolas Dupont-Aignan. Mais a dit son Premier ministre, c'est Cazeneuve, dans un premier temps. Oui, elle n'a pas le choix. Si elle dégage Cazeneuve, elle mettra Dupont-Aignan. Ok, très bien. Mais avec qui est-ce qu'elle va gouverner? Qui va être dans son gouvernement? Là, je vous pose la question, vous avez certainement des infos. Non. C'est compliqué, on ne sait pas. Non, c'est vrai qu'on ne sait pas. Bon, il y aura. Alors, les premiers déplacements, on a imaginé tout à l'heure Emmanuel Macron allant voir la France, et plus que voir, allant au contact des Français. Marine Le Pen, c'est quand même son terrain de jeu, elle a fait sa campagne dessus. Premier déplacement, ça se passe où? C'est en France, avant l'étranger? Je dirais France rurale, si je devais faire un pari, ou alors une usine désaffectée. Soit la France désindustrialisée, soit la France rurale. Retour isolée. À Whirlpool, peut-être? Je pense qu'elle va choisir une grande ville. Vous savez pourquoi? Une grande ville qui, dans sa tête et dans sa paranoïa et sa philosophie depuis 20 ans, est une ville à reprendre. Je pense qu'elle ira à Marseille. Parce qu'elle considère que les grandes villes comme Marseille sont des villes à reprendre. Je crois pas, elle a monté le risque, regardez la vraie philosophie des élus. Dans la vraie philosophie du Front National, je pense qu'elle ira à Marseille, et vous allez voir, elle va commencer, parce que son idée, si elle va jusqu'au bout, si elle a gagné, elle va aller jusqu'au bout, c'est de reprendre les territoires perdus de la République. Et pour elle, un territoire perdu de la République sont des villes, des grandes villes, où, ce qu'elle considère comme des populations arabo-musulmanes ont trop de place, trop d'importance, et je pense qu'elle va aller déminer, parce que c'est son rôle, elle est comme ça. Et puis n'oublions pas que le Front National... finalement, va se redévoiler pendant son quinquennat. Et on va voir que c'est vraiment une candidate du Front. Donc, elle va faire du Front. Vous voulez dire que c'est le Front National qui porte le voile actuellement? Pardon? Vous voulez dire que c'est le Front National qui porte le voile actuellement? Je suis pas en train de dire ça. Je suis en train de dire que justement, dans sa tête, elle va essayer de justement faire déminer des situations où elle estime que l'État a reculé pendant de nombreuses années. Donc, vous pensez que c'est impossible que Marine Le Pen, dans ses premiers discours qu'elle prononcera justement après son élection, appelle au rassemblement et puisse trouver une forme de rassemblement? La France sera totalement divisée? Elle appellera obligatoirement au rassemblement. On n'imagine pas une présidente élue ne s'adresser qu'à un tiers ou à un quart des Français. Et ils sont tous au filiaux au Front National quand même. Ils ont une bonne pratique politique et ils connaissent leur sujet. Donc elle fera évidemment un discours rassemblant. En revanche,
je trouve la théorie de Franck intéressante. Je ne les vois pas aussi téméraires que Marseille ou d'autres villes perdues par la République. Regardez le meeting. Peut-être un retour dans le Nord, qui est quand même la terre d'élection. Où est-ce qu'elle a clos hier? Dans un petit village de 240 habitants, où 61 habitants sur 240 avaient voté pour elle au premier tour. C'est ce qui s'appelle ne pas prendre de risques. Donc je pense que si elle l'emporte, c'est d'abord et avant tout parce que son socle de base l'aura soutenu, et donc que le premier geste qu'elle aura sera vraiment d'aller saluer cette France rurale abandonnée et oubliée, et que assez facilement, elle ira en campagne. Merci beaucoup à tous les 4 pour cet exercice. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que tout ça, c'est de la politique fiction. Le vote, c'est dimanche, effectivement. 20h, effectivement. Allez voter, c'est important. À lundi.